Bon, bah, quel plaisir de te recevoir. C'est gentil, merci, Un, merci bien. un pilier du MMA. Je sais même pas par où commencer. Il y a tellement de choses dont on peut parler. Je dis MMA, mais toi, tu t'as connu ça avant que ça s'appelle le MMA? Ah oui, j'ai connu avant MMA, le terme MMA est arrivé vers les années 2005-2006. Donc je l'ai vraiment vu arriver ce terme-là. Et moi à l'époque, on disait, en France en tout cas, on disait combat libre ou free fight. Aux États-Unis, ils disaient NHB. Moi j'ai même connu le Vale Tudo. J'ai combattu en Vale Tudo en 95 à Rio de Janeiro. Tu vois, donc ouais, j'ai connu les premières heures de ce qui va devenir le MMA. Tu te souviens de la première fois que tu as entendu parler de bah, justement du Vale Tudo? Oui, je m'en souviens très très bien parce que j'étais en 94 à Bologne et je venais de gagner mon premier championnat du monde de Jiu-Jitsu, mais Jiu-Jitsu de la Fédération internationale, on dit Jiu-Jitsu Fighting System. Et en fait, dans mon quart de tableau, j'avais un Brésilien qui s'appelle Valide Ismail. Et donc, moi, je sautais un tour et je prenais le vainqueur du Brésilien et de l'Allemand. Tu vois, donc j'avais pas les noms. Moi, je voyais, j'ai un Allemand, un Brésilien. Donc je regarde le combat parce que je vais prendre le vainqueur. Moi, j'ai eu, par rapport au tirage au sort, je saute un tour et je savais que c'était le combat d'après. Donc je regarde ce combat-là. Le Brésilien perd contre l'Allemand. L'Allemand gagne, je bats l'Allemand et puis derrière, je gagne 4 autres combats et je fais champion du monde. Et après la remise des récompenses, le Brésilien qui vient me voir. Et bizarrement, tu vois, j'avais remarqué qu'il y avait un truc autour de ce mec-là parce que tous les autres athlètes avaient des t-shirts avec son nom, tu vois, avec son prénom. Mhm. Et je te parle de ça, Donc on est en Ismaël? 84, on est en 94, Ismail, ouais, Valide Ismail. On est en 94, il n'y a pas Internet, tu vois, non. Et le mec, il vient me voir et il me dit, écoute, voilà, je suis un champion de jiu-jitsu brésilien, je suis une star dans mon pays et j'aimerais t'inviter pour qu'on fasse, pour qu'on combatte ensemble et qu'on fasse un Vale Tudo. Moi, j'ai dit un quoi? Je dis, déjà, jiu-jitsu brésilien, j'avais jamais entendu, tu vois. Jiu-jitsu brésilien, nous, on fait du jiu-jitsu français, vous faites du jiu-jitsu brésilien, tu vois, c'était un peu. Hmm, ouais, ouais. Et, honnêtement, je me suis dit, c'est un mytho, parce que je l'ai vu perdre. Mais tu sais, les règles sont très, très particulières. C'est sur les règles karaté. Il faut marquer ippon en karaté, ippon sur projection et ippon au sol. Et Ouais. ça change complètement tout, en fait, tu vois. Et je l'ai vu lui perdre au point contre l'Allemand, et puis l'Allemand, je l'ai pris d'un bras, tu vois. Je me suis dit, mais comment il me dit que c'est une superstar, et je comprends pas, en fait. Ça correspond pas du tout à l'impression que j'ai eue, ni, tu vois. Ce qu'il me disait, c'était Ouais. hors sol. Mhm. Et bref, je dis OK, donc il dit à mon impresario, en plus il me dit, il y a mon impresario qui va te contacter, tu vois, donc en plus, il a un impresario, tu vois. Ouais. Je fais, non, c'est un truc de fou. Et puis il se met comme ça en garde face à moi, tu vois, viens, on fait une photo, donc il appelle le mec, on se met comme ça, donc moi c'est la première fois que je faisais une photo entre les points, et dans ma tête je suis mort de rire, tu vois, je dis, mais c'est quoi ce délire? Et puis, et bref, le truc se termine, et en fait, en jujitsu, dans les trucs où je combattais, le jiu-jitsu fighting, il y avait un Mhm. Hollandais qui s'appelle Remco Pardel, qui combattait aussi. Il combattait en poids lourd. Et Remco Ok. Pardel, je ne sais pas si tu as vu les premiers UFC, Remco Pardel, il perd à l'UFC 2 contre Royce Gracie en demi-finale. En C'est quelle lui année? qui prend, je ne sais pas si tu as vu des images, en 95 aussi, je crois. Ok. 80 94, 80, ouais, ouais, parce que le premier UFC c'était en 93. Il faut regarder en quelle année c'est l'UFC 2. Et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles cette image-là, mais tout le monde l'a vu cette image où c'est un grand mec en hollandais en kimono. Il prend Orlando Vic, le boxeur taille, il l'amène au sol, il lui envoie des coups de coude dans la tempe et il endort comme ça. Oui. Je Oui, sais pas si oui. voilà, c'est lui Remco. Ça me dit quelque Et chose. Remco Ok, c'est oui. voilà, et Remco lui c'était un pote du jiu-jitsu. Et lui il me raconte ça, il me raconte il me dit, tu sais, j'ai combattu aux États-Unis. Donc, il me raconte l'UFC. Mais à l'époque, moi, je ne retiens pas le nom UFC, tu vois. Enfin, bref, c'était un truc assez hallucinant. Et je te dis, encore une fois, il n'y a pas Internet. Et donc, et là, je fais le lien avec Valid Ismail, tu vois. Je dis, attends, mais il m'a parlé d'un truc. Il fait, ouais, c'est des combats sans règles, tu vois. Donc, c'est par ce biais-là que je fais le lien avec ce que m'a dit le Brésilien, tu vois, Valid Ismail. Mhm. Mais les mois passent et bien sûr, il ne me contacte pas. Et je ne suis pas du tout étonné parce que je le prends vraiment à ce moment-là pour un mytho. Et je suis contacté par je ne sais plus qui, j'ai oublié, à combattre au premier Vale Tudo international, à Rio de Ok. Janeiro, au Maracanazinho de Rio de Janeiro. Et là, je me dis, ok, il y a un truc, il y a un truc qui me ramène vers ce truc-là. Et donc, j'accepte. Et pourtant, à l'époque, j'étais en train de finir ma carrière en judo.
Je combattais en équipe avec le Paris Saint-Germain Judo et on était en Coupe d'Europe des clubs. Et le week-end après ce qui était censé être le match de Vale Tudo à Rio, j'avais un match de Coupe d'Europe des clubs à Paris contre une équipe autrichienne. Ok. Et là, je me dis, putain, comment je fais, tu vois, j'ai mon match de judo, Coupe d'Europe, c'est pas, tu vois, je suis obligé d'être là. Et putain, mais j'ai envie de savoir ce que c'est que le truc là, le Vale Tudo, je veux savoir ce que c'est. Et je me casse à Rio. Je dis à personne, il n'y a que mon père qui sait, mon père, ma belle-mère qui est au courant, et ma copine de l'époque. Et je dis donc je dis, si jamais ils me cherchent, parce qu'ils vont forcément me chercher, je vais disparaître pendant quelques jours. Vous racontez que je suis parti à Perpignan, j'ai un ami à Perpignan, et que pour finir de perdre le poids, je vais à Perpignan, et je vais trouver un club pour m'entraîner. et je pars, et je pars à Rio pour faire le premier Vale Tudo international. Un truc de malade mental. Et donc là, voilà. Donc, entre-temps, on m'a passé les cassettes. On m'a passé la cassette de Renzo Grassi qui avait gagné le World Combat Championship pour me dire voilà ce qui va se passer, c'est là que tu vas. Et voilà. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et Walid Ismail, il se trouve que c'était un vrai mec. Et Walid a étranglé, sur un combat de jiu-jitsu brésilien, a fait dormir Royce Gracie. Tu vois. Donc c'était vraiment une Et sommité. attends, tu te souviens de tes premières impressions quand tu vois justement les cassettes, etc. Qu'on te montre ce à quoi Ah tu non, vas t'attendre? non, mais je me suis dit, c'est un truc de malade. C'est quoi Mais alors, il y a deux trucs. Je me suis dit, c'est un truc de fou furieux. Et la deuxième chose, et ça, et je suis persuadé que tous les judokas, s'il y a des judokas qui écoutent ce podcast, ils se sont dit forcément la même chose. Je me suis dit, je peux faire ça. Hmm. Je me suis vu à la place de Royce Gracie, mettre des clés au mec et tout ça. Je fais, mais ça, je sais le faire. Mais nous, judokas, on n'avait pas la conscience, en fait, de la technicité du jiu-jitsu brésilien. Parce que pour nous, le sol, c'était du judo. Tu vois. Donc quand tu vois un Ouais. mec qui finit, qui fait une clé de bras, ou qui passe dans le dos, ou qui fait un étranglement, tu dis, mais ça, on sait le faire, ça. Mais on Hmm. n'a pas cette dimension de ce qui amène, justement, par rapport aux situations, à se retrouver dans ces situations-là. Ça, on était pratiquement tous incapables de faire ce que faisait Royce Gracie, mais on ne le percevait pas. Je pense que les gens n'ont compris qu'après. Tu vois, la dimension Hmm. technique du sol et du jiu-jitsu brésilien versus ce qu'on nous apprend au judo. Mais la première truc, c'est putain, mais c'est quoi ce sport de maboule. Et ensuite, ben en fait, si j'ai les couilles d'y aller, je suis sûr que je les éclate tous, ces mecs. Parce que s'ils savent pas, ils savent rien faire au sol, ben je vais les défoncer. Tu vois, c'était cette idée erronée, mais je dois le reconnaître, c'est ce que j'ai pensé. Et après, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. Tu vois. Ouais, parce que du coup, ça s'est passé comment après? Bah, je me suis fait défoncer. Je me suis fait ouvrir la gueule. Ton judo t'a Mais quand en même fait, aidé ou qu'est-ce qui a fait que t'as non, eu du mal? non, ben tu vois, là, c'est. J'ai écrit un bouquin, je sais pas si je t'avais dit, j'ai écrit un bouquin Non, tu qui m'as va pas dit. sortir l'année prochaine, là. Et je raconte un petit Mhm. peu tout ça, tu vois, je raconte vraiment tout ça. Donc, je détaille bien dans le bouquin, mais en gros, euh, bon, long story short, parce qu'il y a eu deux tirages au sort, je rencontre un Australien, d'accord. L'Australien, lutteur australien. À l'époque, le Vale Tudo, il n'y avait pas de catégorie de poids, c'était vraiment un Vale Tudo, quoi. Mais tu vois, moi, je faisais 79 kilos. Et j'étais un des plus légers. En fait, c'était un tournoi à 8 étrangers, et le vainqueur du tournoi devait rencontrer dans un super fight Rickson Gracie. C'était ça le truc que j'ai participé. D'accord. Donc il y Ok. avait deux Japonais, il y avait un Thaïlandais, il y avait un Canadien qui a fait un des tout premiers K1, Jean Rivière. Il y avait un Américain, shootboxing. Il y avait le lutteur australien, mais d'origine irakienne, mais Australie, qui faisait la lutte olympique pour l'Australie, et, Mhm. euh, et ma pomme. Je crois que j'ai oublié personne. Ouais. Ah si, si. Et au Brésil, ils ont organisé un tournoi au Brésil pour savoir quel combattant brésilien allait représenter le Brésil pour ce tournoi-là. Et c'est un mec qui se Ok. faisait appeler Mestre Hulk, qui a battu au tournoi de sélection en finale une légende du jiu-jitsu brésilien qui s'appelle Amaury Bitetti. Donc, Ok. cet événement a eu vraiment beaucoup d'impact parce que c'était quelque chose d'important avec une grosse sélection brésilienne qui a sorti un mec. Et d'ailleurs, lui, il a pris un KO contre Jean Rivière. Et donc, moi, je prends le lutteur. Pour moi, c'était le pire tirage en fait parce que
j'aurais préféré, tu vois, prendre un mec qui vient d'une autre discipline. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui le MMA. À l'époque, c'était vraiment chacun avec sa discipline et voilà. Et je prends ce lutteur-là. Et je me dis, bon, le lutteur, moi, est bon, il a 15 kilos de plus que moi, mais ça me dérangeait pas. Je me suis dit, ils savent pas faire les clés, tout ça, donc je vais réussir à m'en sortir. Et la deuxième Excuse-moi chose, Bertrand, à ouais. ce moment-là, vous aviez le droit en judo de saisir sous la ceinture, de prendre les Oui, jambes, bien sûr. etc. Ouais, ma génération pouvait faire Ah, ça. ok. Oui, oui, oui. D'ailleurs, moi, j'étais D'accord, spécialiste de ok. Teguruma, de Moro Tegari. Tout ça, c'est quelque chose que je Ok. connaissais, tu vois. Et c'est vrai D'accord, que c'est ok. une très bonne question parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Mais à l'époque, Mm. moi, j'ai combattu qu'avec ces règles-là. C'est bien après enfin bien après, quelques années après, qu'ils ont enlevé les saisies aux jambes. Mais moi, je savais, donc c'est pas une excuse. Moi, je combattais comme ça, tu vois. Et j'avais pas mal de techniques où j'allais chercher en dessous, tu vois. Ok. Et donc, ce lutteur, je me dis, euh, je, je me vois assez à l'aise techniquement. Je me suis dit, il s'est pas frappé, donc il y aura pas de, j'aurais pas de souci à ce niveau-là. Et sur les clés, tout ça, je sentais que j'avais une avance. Par contre, ce que j'avais anticipé également, c'est de faire attention sur les projections. Parce que je me dis, s'il prend le dessus sur l'amener au sol, ce que j'avais envisagé, parce que c'est un lutteur, donc en plus on n'a pas de kimono, tu vois, je suis monté en Mm. kimono, mais j'ai enlevé ma veste de kimono, je me suis dit, il sera quand même plus à l'aise, tu vois, j'estimais que c'était un bon niveau c'était un bon lutteur. Il faut que je fasse attention à pas faire le judoka et vouloir me jeter à plat ventre, tu vois, parce que ça c'est l'erreur. Ouais. En judo, il faut pas tomber sur le dos, sinon c'est hippon. Et je savais que ce truc-là, je savais que ça pouvait arriver. Et donc, j'arrêtais pas de me dire, fais attention, quand tu tombes, reste sur le dos, reste sur le dos, reste sur le dos. Ah ben tu sais quoi, sur le combat, bim, on se prend, on essaie de s'arracher, je pars, il m'arrache, Mm. mais c'est pas une grosse truc, mais parce que j'arrive à bloquer un petit peu, et je vais pour partir sur le dos, et j'ai le réflexe, je pars à plat ventre. Et pourtant, je n'ai pas arrêté de me dire sur le dos. Et ben, tu vois, voilà, c'est la nature en fait. Et au moment où j'arrive à plat ventre, je sais que j'ai déconné. Et au moment où je vais pour me retourner, il m'enclenche une demi-garde, mais par derrière, en fait, il enclenche la jambe et il commence à avoir des crochets dans la figure. Et là, c'est Ok. fini. Donc, les trucs arrivent là. Et donc, Mm. je fais de la survie pendant 2 minutes, ou 1 minute 30. Je fais de la survie. Et en fait, je n'ai à ce moment-là, aucune solution technique. Rien. Je ne sais rien faire. Ça veut dire que la situation dans laquelle j'étais, des élèves que j'ai aujourd'hui, qui ont 6 mois de pratique, auraient une solution. Moi, j'en ai pas. Ah non, mais et c'est là en fait que tu te rends compte en fait du gouffre entre ce que tu imagines par rapport à tes connaissances et la réalité du combat, tu vois. Mm. Et à un moment, j'en prends une ici, ça passe derrière, il me prend. C'est même pas un étranglement qu'il me fait. Franchement, il m'a pris à bras le corps, il m'a tordu comme tu vois. Et j'ai tapé. Il a fait me casser en deux. Une puissance, Il y avait des bref. mitaines ou pas? Moi, j'ai mis des mitaines. Ouais. Moi, j'ai mis des Et lui, il mitaines. en avait aussi. Lui, il en Il avait en aussi, avait ouais. aussi. Ouais, il en avait aussi. Mais je crois que sur le règlement, on n'était pas obligé d'en mettre. Mais moi, je voulais faire attention à mes mains parce que je combattais le week-end. Il ne faut pas oublier, j'avais mon match de Coupe d'Europe. Et même si je m'étais sauvé, il fallait pas que je déconne, tu vois. Il fallait que j'arrive à peu près, à peu près en état, tu vois. Parce que personne n'était au courant, je je me faisais virer du PSG sinon. Aujourd'hui, je peux le dire, il y a Et alors, prescription, tu vois. ouais. Et Quand donc, tu et en rentres, tu fait, dis quoi Ouais, ah ouais, pardon, non, mais excuse-moi, je rentre vas-y. dans le vestiaire, tu vois, je rentre dans le vestiaire. Et là, tu sais, c'est le constat, tu te dis, eh, mec, t'es une grosse merde en fait. Tu vois, mais vraiment, tu vois, je me dis, putain, toutes ces années d'arts martiaux, de judo, à haut niveau. Tu vois, je suis rentré en équipe de France sur les athlètes de haut niveau en équipe de France en 84. On est en 94, ça fait 10 ans de haut niveau pour faire ça. Et le pire, je me suis dit, si je retourne au combat là, je fais la même merde. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment, avec ce que j'ai comme connaissance aujourd'hui, il y a, c'est ce que je me suis dit en tout cas, on refait le combat 100 fois, 100 fois je perds. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'étais dans cette position-là, je n'avais zéro, je ne savais pas quoi faire. J'ai jamais appris à sortir de là. Jamais. Avec un mec qui me tenait comme ça, je ne savais pas quoi faire. Et c'est là, en fait, où je dis que j'ai eu une espèce de renaissance martiale. Parce que ce jour-là, et je bénis franchement ce jour-là, même si c'était violent, tu vois, l'apprentissage était violent, mais souvent c'est comme ça que les changements s'opèrent par un vrai électrochoc. Mm. Je me suis dit, soit je rentre chez moi en ayant connaissance de ce que je viens de subir et je fais comme si, tu vois, ou alors je décide aujourd'hui de changer ma façon de travailler en connaissance de cause
pour devenir le combat que je dois être si j'ai bien compris. Et donc j'ai pris la deuxième solution et voilà. Et donc la transformation est partie et voilà. Et donc, entre ce moment-là et 2004, tu t'entraînes pour, Ah pour oui. faire un combat au Pride. Non, je m'entraîne pas. Non, je m'entraîne pas du tout pour faire le combat au Pride. Ah, Donc je m'entraîne différemment parce que je comprends le sol, surtout que sur ce voyage-là, j'ai rencontré Renzo Grassi, qui m'a fait visiter son académie, la Gracie Barra, où j'ai compris, tu vois, là j'ai compris ce que Valide me disait, je suis brésilien. Là j'ai vu, tu vois, j'ai fait, ah oui, c'est une autre discipline, tu vois, là j'ai compris. Et donc j'ai commencé à mettre ça dans cette notion de travailler, cette ouverture, les leviers, les trucs. J'ai commencé à mettre ça dans ma façon d'entraînement, sans le dire, parce que quand je suis rentré, j'étais à l'INSEP et que j'ai raconté à mes amis judokas en équipe de France, ils m'ont dit, mais ouais. non, tu vois, je dis, mais si, il faut un jiu-jitsu, mais c'est différent. Mais non, ça va, c'est la samba, c'est les Brésiliens, c'est le folklore. Vraiment, ils parlaient comme ça, tu vois, espèce de. Tu sais, je sais pas, écoute, laissez tomber, vous avez rien compris, Hmm. vous avez raison, ok, vous avez raison. C'est du folklore. Là, aujourd'hui, tout le monde, Ouais. tu vois, mais à l'époque, 95, tout le monde m'a pris pour un. Ouais, t'as raison, il faut Ninewaza, ça va, c'est pas du. Ok, ok, moi je vais continuer à bosser, puis on verra Ouais. dans quelques années. Et, euh, et donc, en fait, donc, j'ai continué à travailler comme ça. Et l'histoire du Pride en 2004, il n'y a aucun lien en fait entre le Pride et 95. Moi, j'ai fait mon bonhomme de chemin en avançant, sauf que entre 95 et 2004, je suis une autre personne, martialement. Je suis totalement transformé. J'ai compris. Parce que Et je tu t'es suis devenu entraîné fort au différemment. sol. Ah bah oui, donc, eh ben là, ça n'a plus rien à voir. Sauf que en 2004, j'ai 38 ans et jamais j'aurais imaginé que je recombattrais. J'ai arrêté la compète en 98. Donc le Pride est arrivé en 97, d'accord. Et moi, j'ai vu le Pride comme un ovni. Putain, c'est énorme. Je me suis dit, putain, c'est mon rêve. Là, ça y est, je sais faire. J'ai envie d'y aller. Mais j'ai arrêté la Il compète, y c'est avait quoi de fini, tu vois. différent? Ouais. Il y avait quoi de différent avec ce que tu avais vu en 95? Ben rien, en fait. C'était la même chose. C'était la même C'était chose la mieux même chose. organisée. Oui, oui, c'était la même chose mieux organisée. Tu vois, parce que en Vallée Tudo, il y avait également les pénaltys, il y avait rien de différent. Ce qui avait de différent, c'est que là, on avait les meilleurs combattants du monde, en fait, tu vois, sur le Pride. Tu vois, en 95, on était encore. En fait, en 95, c'était plus comme l'UFC, tu vois, où les gens venaient et savaient faire une seule chose. Tu vois, les gens savaient faire une seule chose. Au Pride, Ouais. même si les gens arrivaient avec leur patrimoine, on sentait quand même qu'il y avait cette connaissance d'un travail un peu plus complet pour pas arriver complètement perdu dans un secteur du combat. Tu vois, ça commençait déjà à se dessiner le MMA qui allait arriver, tu vois, ce sport où il faut tout maîtriser. Tu vois. C'est comme Et en si on avait fait un 95, il n'y avait retour pas en encore arrière ça. avec le Pride. En fait, c'est comme si C'est on avait fait un comme retour en arrière avec le. C'est comme si on avait fait un retour en arrière avec le Pride. en arrière par rapport à quoi? Dans le sens où, bah, avec le Vale Tudo, c'était vraiment du MMA, alors qu'avec le Pride, c'était plus deux styles qui s'affrontaient, deux styles Non, différents. c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oh, c'est Ok, l'inverse. Le Valet Tudo, c'était plus chacun vient avec son ok. patrimoine. Et le Pride, Mhm. on commençait à avoir des gens qui savaient striker, qui savaient lutter, qui savaient faire du sol. Tu vois, c'est plus ça. Mais forcément, il s'est passé entre les premiers UFC et le Pride en 2004, il s'est passé 10 ans, tu vois, 11 ans. Ouais. Donc il y a quand même Hmm. pas mal de gens qui ont commencé, notamment au Brésil et aux États-Unis, qui ont commencé à intégrer cette notion complète du combat, tu vois. Hmm. Ok. Et d'ailleurs, c'était mon cas aussi, tu vois, c'était mon cas. Ça veut dire que en 95, quand je fais mon Valet Tudo, je suis juste un judoka, tu vois. En 2004, je suis un combattant complet, tu vois. Ouais. Et ce qui m'a permis de faire ça, c'est de prendre une tarte en 95, tu vois. Donc, Hmm. Et alors? voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, comment ça se passe en 2004 du coup? Alors, en 2004, ça se passe super bien, tu vois. Je raconte, tu vois, dans le bouquin, en fait, j'avais le magazine Fight Sport, j'étais le rédacteur en chef et le comment dire, Co-auteur? co-inventeur, on va dire, enfin co-créateur Ok. du magazine Fight Co-créateur? Sport, d'accord. Voilà. Ok. Mhm. Et rédac chef. Et en fait, on vendait, la société qu'on avait, vendait les droits du Pride. C'était les DVD en fait qu'on avait sous blister avec le magazine qu'on vendait. D'accord. Donc on avait on avait on avait les droits du Pride. Et à l'époque, il y avait un Pride tous les 2 mois.
Tu vois? Donc les gens achetaient le magazine et dedans, il y avait le DVD. Et c'est comme ça qu'ils regardaient. Il n'y avait pas Internet qui était développé comme ici, comme aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils regardaient les combats du Pride. Tu vois? Donc moi comme j'avais tous les DVD, je regardais. Je me disais, putain, mais si j'étais né un petit peu plus tard, tu vois, je me voyais, quoi. Ouais, Et ouais. le vice-président, donc un des vice-présidents du Pride, qui s'appelle Sotaro Shinoda, il vient à Paris pour voir ses clients, tu vois. Mhm. Et en même temps, il dit, je vais regarder un petit peu, trouver éventuellement des combattants français, tu vois. Donc il est au bureau, et moi j'entraînais dans un club à Pavillon-sous-Bois, et j'avais notamment un élève qui s'appelle Boris Johnston. J'avais Mhm. mon frère Karl et Boris Johnston, mais Karl n'avait pas encore commencé. Et c'était plutôt Ok. Boris. Et donc je parle à Shinoda-san, je lui dis, écoute, j'ai un élève, il s'appelle Boris, c'est une pépite, j'aimerais bien que tu viennes le voir si ce soir tu es disponible, j'ai un entraînement. Et il dit, oui, je suis complètement libre, je viens avec toi à l'entraînement. Et donc j'embarque le vice-président du Pride dans mon club. Mhm. Et moi, je m'entraînais tout le temps avec mes élèves. Tu vois, j'étais prof, mais les sparring, je faisais toujours avec mes élèves. Et on finit la séance, et donc je sors, et on devait aller bouffer au restaurant après derrière. Et donc je sors du truc, je fais, alors, qu'est-ce que t'en penses? Il fait, ouais, franchement, il est pas mal, hein. Il fait, mais toi, t'es super bien. Je fais, comment ça, moi, je suis super bien? Je dis, moi, c'est mort, moi, j'ai arrêté la compète il y a 6 ans. Il fait, non, franchement, Mhm. t'es hyper intéressant, on aimerait bien t'avoir. Je fais, non, non, Shinoda-san, c'est super gentil, je suis ultra honoré, mais juste, je suis hors de forme. J'ai arrêté la compète il y a 6 ans, là, je suis un prof, ça aurait été mon rêve de faire le Pride, mais j'ai 38 ans et c'est fini, quoi, mon temps est passé. Et Mhm. j'ai dit, et en plus, je sais que quand vous prenez des gens comme ça, c'est en last, last shot, c'est pas comment on dit, au dernier moment. Ouais. Et moi, je suis pas prêt pour faire le moindre combat. Je suis à la retraite depuis 6 ans. Et il me tanne, il me charrie comme ça pendant au restaurant, pendant le truc. Donc à chaque fois, il revient dessus, on rigole dessus, tu vois. Et il part, il rentre au Japon. Et une semaine après, je reçois un courrier officiel du Pride, de Dream Stage, c'était la société qui avait le Pride, de Dream Stage qui me dit, voilà, est-ce que vous seriez prêt à rencontrer, c'était à l'époque, je rencontrais Minoa, le 23 mai 2004, et il y avait un peu moins de 3 mois, tu vois, presque 3 mois. Ouais. Et à la fin, c'est, est-ce que ce temps est suffisant pour vous préparer? Là, t'es dans la merde. Là, c'est plus, t'es au restaurant, t'es en train de charrier, tu vois, là, le truc. Et il faut que tu répondes. Putain, s'il faut dans 3 mois, je suis au Pride, quoi, le truc de malade mental. Et Ouais. donc, je réponds, voilà, est-ce que c'est possible que je vous réponde demain? Voilà, la nuit porte conseil. Et donc, Mhm. bon, la nuit porte conseil, j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, voilà ce qui m'arrive. Il m'a dit, vas-y, mon fils, vas-y, fonce, on y va. Et donc, Mhm. et voilà. Et c'est comme ça que je suis parti. Là, non, c'est Et un puis truc ça de se fou. passe bien. Et puis Ça se ça se passe passe bien bien. et Oui, tu ça se passe gagnes. bien parce que oui, ça se passe bien parce que j'ai fait la préparation que j'ai faite. En fait, c'est une préparation essentiellement physique parce que comme je m'entraînais tout le temps, techniquement j'étais au point. Il fallait juste que je me remette en condition physique pour supporter le choc d'une compétition, tout le côté psychologique aussi. Mais tu sais, quand tu as fait Mhm. beaucoup, beaucoup de compétitions, moi j'ai fait le tour du monde, tu vois, j'ai combattu sur tous les amis du monde. Appréhender une compétition, la gestion de tout ça, je savais faire. Ce qu'il fallait, c'est que je sois en état. Techniquement, je savais que j'étais bien, j'étais devenu bon sol. J'avais en striking, ça allait, tu vois. J'étais pas un super striker, mais je savais gérer. En saisie, j'étais très bien, tu vois. Donc je savais que quoi qu'il arrive, n'importe qui en face, gagné, combat gagné ou perdu, j'allais gérer, tu vois. Peu importe l'issue du Ouais. combat, mais je savais que je serais bien dans l'exercice, tu vois. Donc Mhm. tout ce qu'il fallait, c'est que je sois en état de forme physique. Et donc c'est ce que j'ai fait. Pendant presque 3 mois, j'ai fait que de la préparation. J'ai eu la chance de ne pas me blesser. Donc ça, c'était magnifique. Tu vois, ça fait que j'ai pas eu d'interruption pour me soigner. Et je suis arrivé là-bas, j'ai l'impression d'avoir fait un séjour linguistique, tu vois. J'ai pas une impression de. Tu vois, le combat, c'est vraiment une. Tiens, ah ouais, au fait, c'est vrai que j'ai fait le combat aussi, tu vois, mais j'ai passé une semaine, c'était un truc de malade, c'était un rêve. En plus, j'adore le Japon, j'ai Mhm. vraiment l'impression. Le combat, c'est juste, tiens, à la fin, j'ai fait un combat, tu vois. J'ai l'impression que j'ai fait un séjour linguistique, j'ai visité Tokyo, tu vois. J'ai fait le touriste, en fait. Ouais. J'ai l'impression que j'ai fait le touriste avec un combat à la fin. Ça s'est super bien passé, c'était top. Et comment c'était au niveau de l'ambiance, des shows, etc. Parce que bah, toi qui viens du judo à la base, c'est quand même, les Japonais sont quand même très, très traditionnels, etc. Ouais, Il y avait un côté, le il y Pride, avait c'est quelque chose de particulier, hein. très différent. Ouais. Ouais, 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 parce que moi j'ai connu le Japon, j'avais fait la Coupe Kano, j'ai fait la Coupe Kano en 90. La Coupe Kano, c'est vraiment le,
Pour moi, c'est alors, on dit que le plus gros tournoi au monde, c'est le tournoi de Paris, parce qu'il y a la ferveur française. En France, on est très très fort en judo. Et au niveau des clubs, ça marche bien. Donc le Bercy est tout le temps plein sur le tournoi de Paris. Mais la Coupe Cano, c'est le truc au Japon. C'était tous les 4 ans. Tu vois, moi, j'ai eu la chance de faire la Coupe Cano. Mm. Comme tu le dis, très traditionnel. Tu vois, il y a du beau judo, mais tu vois, c'est hyper calme, ces trucs. Mais le Pride, c'est une espèce d'effervescence. Il y a une espèce d'électricité par la musique, par le charisme des athlètes qui sont là, par la façon dont sont perçus justement tous ces athlètes. Tu arrives à l'hôtel, tu as plein de fans qui sont là et qui t'attendent juste pour te voir. Dès que tu passes, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. C'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde. Moi, j'ai jamais connu ça. Tu vois, ce côté pratiquement rockstar, tu vois. Dans le sport, tu vois, t'es là, les gens ils t'apprécient. C'est les gamins te demandent des autographes, tu vois, c'est les gamins qui demandent des autographes parce que les minots, mais là c'est pas des gamins, c'est les adultes qui veulent te prendre en photo. Tu vois, ça change complètement. T'es dans un truc, tu sens que tu es embarqué dans quelque chose qui est complètement différent. On est dans le sport, Mm. mais avec une vision, tu rentres dans une autre dimension en fait, tu vois, de starisation. Tu touches un peu de ce que c'est qu'être une star, quoi, tu vois. Et Mm. ouais, c'est assez particulier. Mais encore une fois, tu vois, quand t'as une grande expérience, tu sais, voilà, tu sais modeler, à jouer avec ça. Je sais pas s'il y en a qui pètent les plombs, mais moi, c'est un truc que j'ai appréhendé très, très, très facilement parce que j'avais une mission, en fait, tu vois. J'avais une mission, il fallait que je lave l'affront de 95, il fallait que je fasse oublier ça. Et justement, Ouais. j'avais la chance de pouvoir mettre en exergue tout le travail que j'avais fait depuis ce truc-là, tu vois. Que j'ai vécu Ouais. comme, j'ai dit une bénédiction, mais quand même dans mon ego, ça a été une tarte dans la gueule, mais monumentale, tu vois. Mm. Donc pour moi, c'était un signe, tu vois, de me racheter martialement une conscience et de valider un parcours, tu vois, un parcours martial. Ok. Parce que du coup, les cours que tu donnais à ce moment-là, c'était quoi comme type de cours? Ça s'apparente à des cours de MMA? C'est... Très bonne question. Alors ça, c'est hyper intéressant. En fait, moi, mon cours, c'était un cours de Jiu-Jitsu. D'accord? Mhm. Parce que j'étais champion du monde 3 fois de Jiu-Jitsu, c'est-à-dire Jiu-Jitsu Fighting, qui est vraiment un mélange de judo et de karaté. Vraiment, avec du sol qui s'apparente au Jiu-Jitsu brésilien. Ok? Donc c'est ça que je faisais. Je donnais des cours de judo et des cours de Jiu-Jitsu. Et je suis parti en 2001, je suis parti aux États-Unis. J'avais un projet qui n'a pas marché parce qu'il y a eu le 11 septembre, tout s'est arrêté. Ouais. Mais j'ai pu m'entraîner dans quelques salles. Et c'est une salle notamment à New York qui était sous enseigne. En fait, l'enseigne c'était karaté, mais il faisait du judo, il faisait du grappling, il faisait de la boxe, tu vois, il faisait beaucoup de choses sous l'enseigne karaté, tu vois. Tu crois que c'est un club de karaté, mais en fait, ils font pratiquement tout sauf du karaté, tu vois. Donc, et donc j'ai eu la chance de m'entraîner là et de faire du grappling, tu vois. Moi, je connaissais Ok. pas mal le grappling. Tu vois, à part le truc au Valet Tudo, on était sans kimono. Je n'avais pas appréhendé que c'était une discipline aussi possible, tu vois. Et bref, quand je suis rentré en France, quand je suis rentré en France début 2002, j'ai récupéré mon club à Pavillon-sous-Bois et j'ai commencé. Je connaissais pas le nom grappling. J'ai dit grappling aujourd'hui, mais à l'époque, je sais plus comment ils avaient appelé le cours. Je sais même pas s'ils me l'ont dit. Mm. Il y avait juste pas de Ok. carré. J'ai vu les gens sans kimono, je suis venu sans kimono, tu vois. Donc je pense Ouais. même pas que j'avais le nom grappling, tu vois. Parce que je pense pas qu'ils disaient ça à l'époque. Donc tu vois, j'avais pas de nom. Et en fait, quand je suis rentré, à mes élèves, j'ai dit écoutez, on va faire le cours de jiu-jitsu. Une fois, on va faire en kimono et une fois sans kimono. Tu vois, donc sur le programme, c'était marqué jiu-jitsu en kimono et jiu-jitsu sans kimono. Tu vois. Ok. Et le sans kimono, c'était du grappling en fait qu'on faisait. Mm. Et dans le jiu-jitsu sans kimono, j'ai rajouté du pied-point et on appelait ça du free fight. Parce que là, on commençait à parler de free fight. Combat libre, free fight. Et donc, Ok. quand je faisais du jiu-jitsu, au lieu de faire une version karaté sans kimono, je faisais plus une version boxe taille kickboxing et ensuite de la lutte et du grappling. Tu vois. Mais j'appelais ça jiu-jitsu sans kimono. Tu vois. Et je me suis rendu compte en fait que quand je faisais un cours jiu-jitsu sans kimono, j'avais 60 élèves sur le cours. Et quand je faisais du jiu-jitsu en kimono, ils étaient 10. Donc un jour, j'ai dit, les gars, c'est important de faire du kimono, mais si vous voulez pas, on arrête, quoi. Je ne vais pas venir pour 10 personnes, et quand il y a un match de foot, vous êtes deux. Tu vois, il y a pas, et du coup, on a fait que du jiu-jitsu sans kimono. Et c'est ce cours-là qui est devenu un cours de free fight, qui est devenu un cours de MMA.
Tu vois? Et à ce moment-là, on disait free fight, on disait pas MMA. On disait free fight, ouais, on disait free fight. Quand est-ce que tu l'as entendu la première fois, ce mot MMA? Mais tu te rappelles, j'avais un magazine de presse. J'avais un magazine qui Ouais. s'appelait Fight Sport. Et donc, Hmm. et donc moi, j'étais vraiment dans la communauté, en fait, parce que nous, en plus, le magazine était international. Tu vois, on a fait venir à l'époque Vanderlei Silva à Paris, on a fait venir Fedor, on a fait venir, je sais pas si ça te parle, tous ces noms-là, les anciennes légendes. On a fait venir Hmm. Minotaur, euh, on a fait venir, mince, comment il s'appelle? Euh, Son nom m'échappe. Une grosse star également brésilienne, enfin bref. Et donc, dans la communauté, on commençait à entendre, venant des États-Unis, le nom Mixed Martial Arts. Tu vois? Mhm. Et donc, même nous, dans l'écriture, on a commencé à transformer, au lieu de parler de free fight ou de combat libre, on a commencé à utiliser le terme MMA, Mixed Martial Arts. Mais c'est venu tout doucement. Tu vois, c'est pas un jour, Ouais. on a dit, OK, maintenant c'est ça. Non, c'est venu progressivement. Mais vraiment 2005-2006. Tu vois? Pour que ça Mhm. devienne, pour que ça s'instaure. Et ensuite, on a compris également, ça je l'ai compris très très vite, que lorsque tu allais aux États-Unis et que tu disais free fight, les gens ne comprenaient pas. Tu vois? Parce que free fight, c'est les Français qui traduisaient en anglais le terme combat libre. Combat libre, free fight. Alors qu'aux États-Unis, free fight, c'est plus un combat que tu ne vas pas payer. Tu vois, c'était free fight versus pay-per-view. Oui. Tu vois? Hmm. C'est un combat Rien à qui voir. est gratuit à la télé. Tu vois? Rien à voir. Donc voilà, donc tu arrives à comprendre ça et puis finalement tu dis bah, attends, on est complètement dans le faux. Aujourd'hui Hmm. c'est vraiment MMA et puis nous on a commencé à diffuser dans le magazine le terme MMA. Et donc forcément les lecteurs Ok. ont commencé à s'apprivoiser à ce terme MMA qui est devenu général après. Mais il est passé d'abord par la Ok. presse, par le magazine qu'on avait. Tu vois? Mhm. Ça s'est fait petit à petit, du coup, c'est Et venu remplacer ça le fait free petit à fight. petit. C'est ça. Ok. Exactement. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de participer à la légalisation de ce sport? Ben, la première chose, c'est le magazine, tu vois, parce que le magazine, il est né enfin, le numéro un, on l'a eu dans les mains le 15 avril 2004. Mhm. L'idée est née à Las Vegas, je suis parti à l'UFC 46, et c'est là qu'avec Serge Marchès, l'éditeur, on a dit, on va faire un magazine je ne vais pas raconter toute l'histoire, je la raconte dans mon bouquin, c'est trop long sinon, mais voilà, l'idée Mhm. c'est, on va faire un magazine sur le free fight, allez, parce qu'on dit Ouais. encore free fight, qu'on a fait le magazine, et, euh, et on va l'appeler Fight Sport, et ainsi de suite. Mais c'était quelque chose de nouveau, tu vois, ce magazine-là. Et donc, Mhm. pour essayer d'avoir plus d'auditeurs, et puis moi j'ai une fibre éducative, tu vois, c'est mon métier d'être entraîné, d'être un éducateur, je me suis dit, il faut qu'on éduque les gens en fait sur ce qu'est cette discipline. Parce que quand on parle aux gens du free fight, les gens ils sont outrés, quoi. Ils disent, mais c'est quoi ce sport de barbare? Et moi j'ai tout de suite compris les vertus éducatives de ce sport-là. Et j'ai dit, il faut que je raconte ce que c'est. Parce que sur le club, c'est ce que je voyais. J'avais des gens qui ne voulaient pas du tout faire de compétition, mais qui adoraient faire le free fight. Je me suis dit, il faut Mhm. qu'on explique que c'est un sport qui peut être pratiqué en fait par tout le monde. Moi, je le voyais sur le terrain, mais quand tu dis ça à quelqu'un et qui regarde sur YouTube Free Fight, il voit un truc de, tu vois, il se dit, mais vous êtes des fous furieux en fait. Et donc, voilà. Mhm. Et je me suis dit, la seule façon d'éduquer sur ce que c'est de parler des gens, de qui ils sont. Je suis un médecin, mais j'aime le free fight. Qu'est-ce que ça m'amène le free Mhm. fight? Pourquoi j'aime ça? Et voilà. Et donc c'est comme ça, en racontant les histoires des gens. Et parce que d'un côté tu racontes tes combats, mais là c'est vraiment le truc, tu vois, vi- euh, Bien virulent, dur. difficile, dur, Oui. très hyper dur, hyper violent pour certains, même pour beaucoup. Et derrière, l'histoire des gens qui le pratiquent sans vouloir faire de compétition et qui y trouvent des vertus martiales et qui sont très très contents de le faire et de le faire justement sans se blesser et sans vouloir forcément aller dans une cage ou dans un ring pour combattre. Tu vois? Mhm. Et donc on a commencé à raconter les histoires des personnes pour essayer voilà. Et l'idée c'était d'avoir comment dire, d'adhérents, des gens qui liraient nos magazines et ensuite, derrière, lorsque le ministère, à l'époque, quand Bernard Laporte est devenu ministre, j'ai rencontré qui a fait appel à moi, Hugues Moutou, qui était son directeur de cabinet, qui m'a convoqué au ministère et qui m'a dit, voilà, il faudrait essayer de créer une association pour essayer de faire en sorte de faire légaliser cette discipline. Et on pense que vous êtes la bonne personne pour faire ça. Et donc là, du coup, j'ai eu un Ok. rôle beaucoup plus officiel pour essayer voilà, de prêcher la bonne parole du MMA. Parce que là, du coup, c'est en 2008 et on commence à dire MMA. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre un peu ce bâton de pèlerin pour combattre pour la légalisation du MMA en France.
Donc 2008. Mais le Ça, MMA, c'est ça a été 2008. légalisé en 2020. Comment est-ce 2020, que ouais. comment est-ce que tu expliques qu'il y a eu 12 ans, tu vois, qui se sont écoulés et que ça a été si long? Écoute, on est un pays assez conservateur, tu vois. Il y a Mhm. déjà cette chose-là. Il y a, on est un pays et c'est une très bonne chose, euh, où on s'occupe beaucoup au niveau éducatif, au niveau sportif, euh, de, du devenir des pratiquants. Tu vois, si on met un truc en place, est-ce que c'est sécure? Tu vois, ça, la France, c'est très comme ça. Tu vas en Angleterre, tu peux créer n'importe quel sport, il n'y a personne qui va regarder ce qui se passe. Ouais, tu fais n'importe quoi. Ouais, vas-y, tu fais ce que tu veux. En France, pas du tout. Tu veux faire quelque chose, on va d'abord regarder. Tu vois, avant de donner l'autorisation de le faire, déjà pour le faire, il faut une autorisation. Tu vois, Mhm. ça c'est déjà quelque chose. Et si tu veux avoir comment dire, une représentation légale, il faut passer par le ministère. Et là, c'est le ministère qui va dire si tu as le droit de le faire ou pas. Tu vois. Et si Mhm. tu le fais, si tu n'as Ok. pas les bons diplômes, si tu n'as pas les trucs, voilà. Donc si tu es contrôlé, bah, tu peux te faire fermer, et ainsi de suite. Il y a plein de pays où c'est pas comme ça. Et donc pour le MMA, c'était ça. Et la deuxième chose, c'est que tu as des lobbies contre, pour ne pas le nommer la fédération du judo, qui, son ancien président Jean-Luc Rouget, était complètement opposé à l'idée de sport de contact. Lui m'avait dit à l'époque, en 2004, avant même que je commence, tu vois, ce combat-là, la boxe anglaise, si ça tenait qu'à moi, ce serait interdit. Tu vois, donc lui, il Ah était ouais. viscéralement Ok. opposé, oui, viscéralement opposé au sport de contact. Donc quand j'ai eu affaire à lui par la suite, je savais que c'était, tu vois, si pour lui il faut interdire la boxe anglaise, c'est pas le MMA qui va, tu vois. Donc Hmm. donc il avait ce truc-là, et de l'autre côté, comme président de fédération, je pense que derrière, il y avait également le fait d'avoir peur que ça se développe et que des judokas aillent vers le MMA. Je pense pas, sincèrement, à cette époque-là, je pense pas que ça a été sa principale préoccupation, parce que le MMA n'était pas si développé que ça. Tu vois. Aujourd'hui, je comprendrais qu'on flippe, parce qu'aujourd'hui, le MMA explose partout, on le voit sur les chaînes de télé, enfin, aujourd'hui, c'est un vrai phénomène. Mais quand je te parle de Ouais. 2008, 2010, 2012, on n'en est pas là, tu vois. Donc, il y a pas à flipper que tous les mecs, tout d'un coup, tous les judokas aillent vers le MMA. Il y avait aucune raison de ça. Mais par contre, lui était principalement convaincu que les sports de contact, c'était pas des sports qu'il fallait pousser, et que en plus d'un sport de contact qui se passe dans une cage avec des frappes au sol, voilà, là, c'était vraiment voilà, dignité humaine, enfin, tu vois, les Ouais. superlatifs et adjectifs qu'ils ont mis devant le MMA pour dire que voilà, c'est pas un sport, voilà, que c'est un sport de barbare et que c'est pas un sport qu'il faut regarder. C'est quoi pour toi qui a fait le déclic, justement? Le temps, le temps, tu vois, quand Hmm. la première personne, comme j'expliquais tout à l'heure, qui a eu à réfléchir sur l'autorisation en France ou pas, c'était le ministère de Bernard Laporte, mais c'était un secrétariat d'État, Bernard Laporte, Hmm. d'accord. Via Hugues Moutou, qui était son directeur de cabinet. Eux, ils étaient en faveur parce que ils comprenaient les sports de combat. La ministre des Sports à l'époque, c'était Roselyne Bachelot. Hmm. Tu vois, Bernard Laporte était secrétaire d'État, et la ministre des Sports et de la Santé, c'était Roselyne Bachelot. Hmm. Elle, quand le truc est arrivé sur son bureau, elle a été horrifiée. Elle a fait, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouais. Un truc comme ça, c'est pas. Voilà. Et donc, elle a fermé les vannes. Après, enfin, le Ensuite, MMA. Le MMA n'était pas aussi structuré qu'aujourd'hui également. Enfin, qu'en 2020 également. Peut-être que ça bah a joué si. aussi que. Ah si, si, il était aussi Ouais. structuré. En fait, les règles entre 2008 et 2020 n'ont pas du tout changé. C'est les mêmes règles. Ce qui a Ok. changé, c'est la perception des gens. Et cette Hmm. perception, elle a mis du temps à se faire. Parce que en 2008, Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Parce que vous Tu montriez. vois, Moi, il y a, je parlais plutôt de avant 2008. Moi, je pensais à tout ce qui est Vale Tudo dont on parlait tout à l'heure, Free Fight, etc. il y Non, a, c'est il pas y a, ça que il y vous a, il y a, montriez du coup. il y a- alors, en fait, il y a plusieurs époques. Il y a l'époque Hmm. 95 à 2001, et ensuite il y a Mhm. 2001 et après. Ce qui s'est passé entre 95 et 93, on va dire, pardon, les premiers UFC et 2001, euh, c'était, on peut dire, c'était tous les coups sont permis. D'accord. Ouais. Pas de catégorie de poids, et la construction part via l'UFC de règles qu'on rajoute au fur et à mesure, tu vois, pour essayer de ressembler à un sport. Parce que Ouais.
aux États-Unis, parce que c'est là que ça a vraiment démarré, aux États-Unis, la société qui s'appelait SEG, Semaphore Entertainment Group, devait organiser dans différents États, et il y a des États qui interdisaient et d'autres non. Et pour être acceptés par le plus d'États possible, ils ont dû se conformer aux règles des commissions athlétiques des États où ils allaient. Tu vois? Donc, aux parents, on va leur dire, mais vous ne pouvez pas faire ça chez nous, c'est impossible. Eh bien, OK, on va rajouter cette règle-là, ou on va mettre cet interdit pour que ça passe. Tu vois? Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que les règles se sont faites. Jusqu'à 2001, où SEG vend l'UFC à la société Zuffa, des frères Fertitta. Et là, il travaille avec un mec qui s'appelle Mark Ratner et Big John McCarthy sur une réglementation et des catégories de poids pour structurer le produit UFC. Okay. Donc, pour structurer la discipline MMA du produit UFC. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Et ce que je suis en train de dire, c'est que depuis 2001, les règles unifiées, jusqu'à 2020, rien n'a changé au niveau des règles. Okay. Tu vois, donc ce n'est pas les règles qui ont changé, c'est la perception des gens sur la discipline. Parce qu'il y a eu de plus en plus de sujets, de plus en plus d'histoires racontées. Il y a eu le temps qui a passé qui a permis de faire en fait des comparaisons entre, par exemple, les combats de MMA versus les combats de boxe, qu'est-ce qui est le plus dangereux. Voilà. Donc il a fallu un certain temps pour arriver. Et puis après, c'était une question de personne. Tu vois, en France, s'il n'y avait pas eu Sylvie Lemaud et Laura Flessel, le sujet serait peut-être encore, tu vois, peut-être on n'en serait pas encore là, peut-être. Tu vois, parce que c'est vraiment les premières. Donc Laura Flessel était la ministre des Sports à l'époque, c'est une copine, et j'ai eu la chance de pouvoir lui donner des cours de MMA lorsqu'on était dans le même club, Racing Club de France. Je lui ai donné une dizaine de cours de MMA parce qu'elle voulait sortir un petit peu de l'escrime et s'aérer un petit peu la tête en faisant autre chose. Donc elle est venue me voir et donc on a fait ça. Donc du coup, quand elle est passée ministre des Sports, elle m'a dit Bertrand, je vais t'aider parce que le sport il est juste magnifique. Je ne le voyais pas comme ça. Je ne voyais pas du tout un sport éducatif, mais c'est un vrai sport éducatif. Donc tu vois, mais il a fallu que ça se passe. Et c'est Sylvie Lemaud à l'époque qui gérait ce dossier-là et qui a aidé à, tu vois. Donc j'ai eu beaucoup de rendez-vous à cette époque-là au ministère pour essayer de travailler sur la faisabilité d'un MMA qui puisse être légalisé pendant son mandat. Ça ne s'est pas fait parce qu'elle a démissionné deux semaines avant de pouvoir faire cette annonce-là. Et okay. Derrière, Roxana Maracineanu a gardé encore une fois, tu vois, c'est toujours une question de vision, a gardé le dossier ouvert et a proposé d'aller vers l'illégalisation parce qu'elle considérait également, et puis le temps avait fait, et puis le travail qu'on avait fourni également avait montré que c'était possible. Elle a dit, mais il n'y a aucune raison que j'interdise ça. Aujourd'hui, c'est une discipline, les gamins en parlent, les gens s'entraînent, on sait très bien, il y a des clubs qui commencent à se trouver de partout. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, elle allait voir les entraînements, comment ça se passe, et ça l'a convaincue, et puis elle a légalisé. Mais il a fallu du temps, tu vois, pour en arriver à ce que ces personnes-là soient convaincues. Ça ne se fait pas comme ça, tu vois. Ok. Et ok. C'était il y a 4 ans, ça, du coup. Bientôt 5. Ça, c'était il y a 4 ans. C'était le 7 février 2020. Ouais, donc bientôt 5 ans. Ouais. Et comment est-ce que ça a évolué pour toi, là, depuis 5 ans? Positivement, comme tu le souhaites? Tu pars en France ou tu pars dans le monde? Parce qu'il y a le sujet français. En France. En France aujourd'hui, donc le MMA a été confié, je crois que c'est le bon terme, à la fédération de boxe, qu'on fait un gros travail, tu vois, d'écriture sur tout ce qui est réglementation, sur la sécurité, tout ça, c'est très très bien. Un beau cahier des charges pour les compétitions, même si tu vois, l'UFC, le Bellator n'a pas besoin de la France pour organiser, ils organisent partout pareil. Et, voilà, mais c'est important d'être attaché à une fédération et à un ministère qui valide, qui en effet fait en sorte que le cahier des charges soit respecté. Donc ça, c'est très très bien. Le seul problème pour moi, c'est encore il y a du travail qui a été fait sur le côté éducatif, c'est ce qui manque encore. Tu vois, moi je pense que mais c'est pas du tout on peut pas jeter la pierre à ceux qui sont en charge de la discipline parce que il faut des moyens pour ça. Tu vois, il faut des moyens pour développer une discipline et essayer d'étendre le réseau sur le territoire français. Tu vois, c'est très parisien pour l'instant et le MMA n'est pas implanté partout alors qu'il y a la demande partout, n'est pas implanté partout en France. Donc là, il faut une volonté politique de la fédération de boxe de mettre des moyens pour aider le MMA à se développer sur tout le territoire. C'est ça qui manque, mais c'est également du temps, il faut des moyens, il faut des sponsors, il
il faut des choses, voilà, et également lancer le MMA chez les plus jeunes, tu vois. Moi, quand j'avais la commission française de MMA, je préconisais le MMA à partir de 6 ans. Alors, tu fais pas du MMA, à 6 ans, tu fais pas le MMA de l'UFC, tu comprends ce que je veux dire? Il faut bien faire la Bien sûr. différenciation entre le MMA professionnel et les compétitions avec les règles unifiées pour le coup de l'UFC et le MMA éducatif qui va être d'apprendre aux élèves, aux adhérents à pratiquer une discipline où ils peuvent apprendre du pied-point, de la lutte et du sol. Tu vois, je schématise. Mais c'est deux choses complètement différentes. Tu vois, avec juste un objectif technique, d'apprentissage technique et d'évolution avec des grades, tu vois, comme dans les autres sports, les autres arts martiaux. Et à côté, utiliser un règlement spécifique pour combattre et gagner des combats. Mais alors pour le développement du MMA, est-ce que ça serait pas, c'est vraiment une question que je me pose, est-ce que ça serait pas du coup plus simple que le MMA crée sa propre fédération et ne soit plus sous l'égide entre guillemets de la fédération française de boxe? Écoute, quand je parlais avec Laura Flessel à l'époque, Ouais. elle m'a posé la question. Elle m'a posé la question clairement. Elle dit, écoute Bertrand, qu'est-ce que tu veux, si je légalise le MMA, tu veux être une fédération à part entière ou tu veux être sous la tutelle d'une grosse fédération? J'ai Mhm. dit, si le MMA est légalisé, on a un gros risque d'aller dans le mur si on demande à être une fédération indépendante. Parce qu'on n'est pas prêt à être une fédération indépendante. Même si c'est souhaitable à l'avenir, aujourd'hui, on n'a pas les reins. Je lui ai dit, on doit apprendre le métier d'être une fédération, de savoir structurer une fédération, de pouvoir mettre les personnes dans les régions, tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui, ça se fait pas en claquant des doigts. Je lui ai dit, si on passe sous la tutelle d'une fédération, on va apprendre justement ce que ça impose de se structurer en tant que fédération. Et donc, ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 8 ans, mais lorsqu'on sortira avec assez de membres pour pouvoir le justifier, le demander, et bien là, on pourra être indépendant et on sera fort et pouvoir continuer le développement. Mais si on démarre tout de suite l'indépendance, ça va être une cacophonie impossible. Mm. On va se planter partout et en plus, on aura tous les yeux rivés sur nous et on peut Ouais. perdre cette délégation. Donc, ce serait très Mm. dangereux de le faire et il n'y aurait aucun intérêt. À part un truc d'ego, tu vois, pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Elle m'a dit, ah, bah, écoute, c'est super ça. Je fais oui. Moi, pour moi, c'est le sport avant tout. C'est pas, ouais, on est indépendant, ça y est, on a réussi, on vole de nos propres ailes. Non. Gérer une fédération, c'est très très compliqué. Ça exige beaucoup de choses que tous autour de la table, anciens pionniers du MMA, on ne savait pas faire. Et ça passe par l'apprentissage à travers une fédération qui, depuis de nombreuses années, fonctionne comme ça. Donc apprendre d'eux et ensuite demander l'indépendance une fois qu'on a grossi. Mm. Mais ça, c'était il y a 5 ans. Et parce que du coup, là, le MMA est sous l'égide de la Fédération La française de fédération boxe de boxe. jusqu'à 2020, Jusqu'à l'année prochaine. jusqu'en Jusqu'en 2025, c'est ça aussi? 2025. Oui, parce que quand il y a eu la légalisation en février 2020, c'était Mhm. pour un an. Ouais. C'était pour un an. Après une année, ça repassait pour 4 ans. Ok. Donc, ça a été, donc la fédération de boxe l'a eu pour un an. Elle a gardé, elle a demandé à le garder, elle l'a gardé. Donc le ministère l'a relaissé à la fédération de boxe pour 4 ans, donc 2021 jusqu'à 2025. Donc là, en 2025, il y aura une reproposition. Soit la fédération de boxe dit je laisse le MMA, je n'en veux plus, je laisse partir. Et là, deux possibilités. Le MMA, en effet, demande à avoir une délégation pour elle-même, ou alors une autre fédération dit nous, on veut récupérer le MMA. Mais là, à ce stade, on ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si la Ok. fédération de boxe veut garder le MMA, et je ne sais pas s'il y a une autre fédération qui veut se proposer pour le récupérer. Et toi, vis-à-vis de ce que tu disais tout à l'heure, et que je trouve très juste, tu vois, enfin, c'est humble en fait, de se dire, c'est trop tôt pour le MMA de devenir indépendant tout de C'est suite. ça. Tu trouves que là, actuellement, au stade actuel, c'est trop tôt encore? Ou comment est-ce que tu vois les choses? Honnêtement, je pense que c'est encore trop tôt. Je pense que c'est encore trop tôt. Je crois savoir qu'aujourd'hui, à la fédération, ils sont autour de 7 000 à 8 000 adhérents. 7 000 à 8 Ok. 000 adhérents. Ce qui, pour moi, n'est pas grand-chose. Ça veut dire que la plupart, Tu... ça veut dire qu'il y a beaucoup de clubs, je ne vais pas dire la plupart, parce que ce ne serait pas juste, et je n'ai pas les chiffres pour dire ça. Mais ça veut dire que beaucoup de clubs ne sont pas affiliés à la FMMAF, qui est la structure MMA Hmm. sous la tutelle de la fédération de boxe. Donc ça veut dire que le travail en interne des propres
des propres pratiquants de MMA, tout le monde n'est pas dans la même direction, tu vois. Il faudrait qu'on trouve cette unité, tu vois, pour être un groupe MMA solide et aller dans la même direction. Mais aujourd'hui, il y a plein de clubs qui n'adhèrent pas à la fédération, à la FMAF, sous la l'égide de la fédération de boxe, tu vois. Pour quelle Aujourd'hui, raison? je pense que si c'était le cas, on serait plus vers 20-30 000 que vers 7 000, tu vois. Mais Donc comment ça veut ça dire se qu'il y a, fait ça veut dire que... qu'il y a un problème. Ben, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'adhèrent pas, au projet de la fédération de boxe. Ou en tout cas au projet qui est proposé par les gens qui dirigent le MMA à la fédération de boxe. Tu vois, il n'y a pas ce truc. Et on aurait pu penser que ce serait le cas, parce que quand il y a eu la légalisation, ça a été la fête pour tout le monde. Tu vois, ah, génial, c'est légalisé. Mais après, Ouais. il y a eu le projet fédération de boxe et puis plein de gens qui sont restés. Tu vois, il faut trouver un compromis avec un projet où tous les pratiquants, en tout cas tous les grosses structures de MMA aient envie d'adhérer. Tu vois. Regarde la fédération de judo, le judo c'est 530 000 licenciés. Tu Hmm. vois, il y a très très peu de clubs qui ne sont pas à la fédé de judo. Très très peu de clubs, tu vois. Et moi aujourd'hui j'ai envie de dire qu'il y a très très peu de clubs qui ne sont pas à la fédération de boxe, à la FMAF, de MMA, tu vois. Il faudrait renverser cette tendance-là. Tu vois, même s'il y en a de plus en plus, attention, hein. Mais c'est pas suffisant. Avant la légalisation, on disait on a 30 000 membres, 30 000 personnes qui pratiquent le MMA, il y en a qui allaient jusqu'à 50 000. Tu vois, quand on a commencé il y a 2 ans, on était à 2 000, tu vois. Ça n'a pas de sens. Tu vois, aujourd'hui on est à 7 000, c'est bien, c'est une grosse progression, 2 000, 7 000. Hmm. Mais c'est que dalle. Tu vois, c'est pas ce que ça devrait être. Ça veut dire qu'il manque quelque chose, ça veut dire qu'il y a un trou à combler. Tu vois. Donc c'est pour ça que Hmm. je dis que ça prend encore du temps. Ça prend encore du temps pour qu'il y ait un projet sous lequel tout le monde a envie de se mettre et de pousser pour que le MMA qui est en train d'exploser. Regarde, il y a la série La Cage aujourd'hui, il y a le documentaire sur le MMA, il y a une Bien série sûr. sur une télé-réalité qui sort là, ce qui est sorti hier MMA sur Academy, M6+. ouais. Ouais, il y a plein de choses enfin, c'est de la folie ce qui se passe avec le MMA. Tu vois, les stades qui Hmm, se c'est clair. remplissent, dernier UFC ils ont rempli, en tout cas pas le dernier, l'avant-dernier, parce que j'ai pas les chiffres du dernier, mais l'année dernière, l'UFC, 200 000 personnes qui ont voulu acheter des tickets, 200 000. Ils ont vendu donc les 15 000 places, il n'y a que 15 000 places à la Sport Accor Arena, à l'hôtel Accor Arena, et elles sont parties en 4 minutes. Et 200 000 personnes ont essayé de se connecter pour avoir des places. C'est de la folie. Tu vois, quel C'est sport peut clair. faire ça? Tu vois, quel sport peut faire ça? C'est hallucinant. Tu vois, donc de ce côté-là, oui, ça explose, mais il faudrait également que ça explose, et en tout cas que ce soit pris en charge pour que le sport MMA récréatif puisse également, parce que je pense qu'il y a des belles choses à proposer, et il faudrait que ça suive également le chemin du MMA professionnel, en tout cas en termes de représentation. Ouais, parce que au final, ce qui pêche, c'est pas forcément les pratiquants, c'est aussi les clubs qui veulent pas se conformer aux règles, quoi. C'est ça? Moi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas. Il faudrait demander aux gens, tu vois, les gens qui ont des Mhm. clubs, est-ce que tu es affilié? Et s'ils te disent non, pourquoi? Tu vois? Il y a un vrai travail à faire, hein, justement. Moi, je pense que ça, c'est le travail de la structure qui a le MMA, de faire cet audit, tu vois, pour Mhm. comprendre. Vous n'êtes pas à la fédération, pourquoi? Qu'est-ce qui vous manque? Mhm. Tu vois? Et ça serait intéressant à faire pour justement essayer de comprendre quels sont les freins, si freins il y a, quels sont les freins, et essayer d'y remédier, et voir si c'est toujours les mêmes freins par rapport à, tu vois, faire un vrai audit et comprendre ce qui ne va pas, ce qui les retient, quels sont. Voilà. Et une fois que tu as fait ce travail-là, tu peux essayer de réorienter pour essayer mais tu vois, voilà, ça c'est un travail, mais tu vois, C'est un travail. Un Oui, vrai oui, travail, je pense. c'est un vrai travail, mais encore une fois, il faut des moyens pour tout ça, tu vois. Il faut des moyens. Je sais, ils parlaient d'une somme là quand il y a eu la légalisation. On parlait de 50 000 euros, tu vois, 50 000 euros, mais vous rigolez, 50 000 euros, vous allez faire quoi, tu vois? 50 000 euros pour gérer une fédération. Je pense que ça, j'espère en tout cas que ça a augmenté, mais c'est pas un budget 50 000 euros. Tu vois, c'est un Hmm. budget restaurant donc pour une année, tu vois, mais c'est Ouais, pas un budget pour développer une discipline, tu vois. bien sûr. Et je sais que la fédération de boxe ne va pas tirer sur son budget à elle pour développer la boxe pour injecter dans le MMA. Tu vois ce que je veux dire?
Et ça Donc, se il faut que comprend. le MMA s'autosuffise à aller chercher des sponsors, des trucs. Mais pour tout ça, il faut montrer que tu as la capacité de toucher un certain nombre de personnes. Enfin, c'est toujours pareil. Tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est pas Bien sûr. simple. C'est pas simple. Ça va Mais demander ça va encore arriver. du Je temps. sais que ça va arriver. Ouais, tout prend du temps. Tu vois, tout prend du temps. Mais il faut la vision. Et il faut la vision et il faut ensuite les outils. Tu vois. Pour que cette vision puisse être. Voilà, pour qu'on puisse arriver aux objectifs qu'on a perçus. Ouais. Non, mais déjà, il y a déjà du beau travail de fait depuis Oui, bien 2008. sûr, mais oui, absolument, Voilà. absolument, absolument. Faut le voir de façon positive. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et toi, du coup, Bertrand, t'as aussi participé à la création de l'IMAF? Ah oui, complètement. Je suis à l'IMEF Ouais. depuis le premier jour. Ouais. C'est quoi le projet? Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement? Bah, le projet, c'est le même projet. En fait, c'est le même projet que le MMA en France, sauf que c'est le MMA à l'international. Tu vois, en France, j'avais créé la CFMMA, la CNMMA qui est devenue CFMMA avec la création de l'IMAF, pour faire reconnaître le MMA par les instances ministérielles. L'IMAF, c'est la Fédération internationale de MMA qui doit se faire reconnaître par les instances internationales qui sont le sport accord. Aujourd'hui, il y avait le GAISF. GAISF, c'est le groupement des fédérations internationales, mais qui a été dissous. Donc là, c'est sport accord et le CIO, tu vois, pour Mhm. finalement être discipline olympique. Donc ça passe par des étapes qui sont très rigoureuses, qui sont très précises, avec des cahiers des charges qui sont très précis. Et c'est ça qu'on essaie de, tu vois, c'est à ça qu'on essaie d'aboutir. On a manqué le créneau là pour être olympique. On a failli l'être pour 2028, mais on l'a manqué Ok. parce qu'il y a des étapes qu'on n'a pas réussi à valider à temps. Mais notre objectif, c'est celui-là. Et après, c'est le travail d'une fédération internationale. Ça veut dire que aujourd'hui, on doit être 170 pays, je crois, entre 150 et 160 et 170 pays euh, à l'intérieur de l'IMAF. Mhm. Une fois qu'on a ça, sur ces 170 pays, je pense qu'on est 60 pays qui soient reconnus par leur ministère des Sports ou leur comité olympique de tutelle. Tu vois. Donc l'idée, c'est que ben, tous les pays puissent avoir cette reconnaissance-là. Donc on va aider, on apporte le support logistique, matériel, technique, euh, et également de vision Mhm. euh, à ces différents acteurs pour qu'ils puissent, même s'ils ont le droit de faire du MMA, parce que c'est pas comme en France, qu'ils puissent avoir cette reconnaissance du ministère ou de leur comité olympique. Mais le problème, c'est que si, pour certains pays, si on n'est pas reconnu par ou le CIO ou Sport Accord, eux ne veulent pas donner la reconnaissance. Ok. Tu vois, donc il y a vraiment un travail de lobbying, tout ça à faire, et voilà. Donc ça, c'est notre travail. Et puis après, à côté, c'est les compétitions. Donc Hmm. l'organisation des compétitions internationales. Là, il y a 10 jours, ouais, il y a une semaine, pardon, j'étais en Ouzbékistan. On avait Ouais. nos derniers championnats du monde. Donc voilà, on a les championnats du monde, les championnats d'Europe, on est en train de monter des tournois. Voilà, on a un vrai circuit amateur maintenant qui est très 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 poussé, très très fort. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Et vraiment la prise en charge du sport au niveau amateur. Du sport au niveau amateur. Aujourd'hui, on est en train de lancer également, je pense que ça va être fait aujourd'hui officiellement, de lancer. Moi, j'avais à l'époque créé un système de grade pour le MMA. Quand Mhm. j'avais construit ça, parce que dans mes démarches, bah, il a fallu que je démontre que le MMA, c'était pas que l'UFC. Et donc, j'ai créé un système de grade. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pu montrer ces travaux au ministère, la chose était perçue complètement différemment. Parce qu'à l'époque, on disait le MMA, mais c'est la cage, c'est l'UFC. Et toi, tu es éducateur, tu fais non, non, on peut également apprendre où, comment. Tu vois, si tu l'as pas écrit, si tu l'as pas, tu vois, tu peux le dire, mais c'est quoi? Donc il faut l'écrire, une fois que tu l'as. Ah d'accord, ah oui, et puis on peut pas, ah mais d'accord, on passe des techniques, on peut être ceinture orange de MMA et puis ceinture verte, tu vois, tout d'un coup ils le Ouais. voient, c'est matériel, et tout d'un coup ça les sort de l'UFC, les coups de coude, et là tout d'un coup c'est un truc éducatif. Ah mais comme au judo, oui, exactement, vous avez compris. On apprend des techniques et avec ça on évolue, tu vois, donc c'est pareil, toujours c'est toute une construction pour faire changer l'état d'esprit. Ça change rien en fait, parce que tu fais rien de plus, sauf que tu formalises quelque chose que tu fais pour le rendre évident pour tout le monde et pour l'assimiler à quelque chose que
que les gens comprennent, en fait, c'est ça. Il y a d'autres pays dans le monde où c'est fait justement ça, où il y a des systèmes de grades dans le MMA, où c'est aussi construit? Ben, oui, mais c'est le système que j'ai créé. Parce que quand j'ai Ouais. créé ce système, je l'ai donné à l'IMAF. Et donc, il est Ok, utilisé d'accord. partout. Oui, 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 D'accord, oui. ok. Donc, Ok, je ils pensais que utilisent c'était... le système que j'ai créé, j'ai dû créer pour la France. Mais du coup, comme je l'avais et que que j'étais au bord de l'IMAF, eh ben, je leur ai donné, je dis, ben, allez-y, amusez-vous avec. Et puis Ouais. voilà, ça a été pris. J'ai fait des plaquettes de grade. Je, j'en retrouve en chinois, j'en retrouve en allemand. Tu vois, c'est super rigolo, tu vois. Ouais, ouais, Mais c'est ouais. ça, c'est utilisé, ouais, c'est utilisé partout. C'est utilisé partout. Ok, Mais génial. là, aujourd'hui, on commence à officialiser ça avec des ambassadeurs. Là, ben, hier, justement, j'étais au téléphone avec Minotaur, Antonio Rodrigo Nogueira, qui va être un Mhm. ambassadeur pour ce système-là. Je sais que Georges Saint-Pierre a accepté d'être également ambassadeur pour le système de grade. Tu vois, on est vraiment, tu vois, malgré tout, au niveau du sport, même s'il a explosé, dans sa partie éducative, on est quand même à, à, à l'état embryonnaire. Tu vois, on parle de grade, tu vois, c'est les premières bases d'une discipline, tu vois. Ouais. Comment on fait pour mesurer les progrès, tu vois. Donc on en est là. Et Et j'ai alors la du coup, chance d'être c'est la personne qui a lancé cette initiative. Donc donc c'est cool. génial. Et tu peux en dire plus ou pas sur le système de grade en question? Quelles sont les Bah, c'est très différentes... simple. Ben, c'est très simple, tu vois. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai répertorié, en tout cas pour le match, j'ai répertorié 178 techniques, parce que c'est le nombre que j'ai mis, mais c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, hein. Demain, on pourra rajouter des techniques, tu vois. Et Mhm. je les ai classées dans des ceintures, tu vois. Donc, je dis ceinture blanche, pour être ceinture jaune, tu commences les ceintures blanches. On dit mitaine blanche parce que c'est limité dans le MMA, tu vois. Et Ouais. on a des bracelets, tu vois, avec la couleur. Il faut, pour passer mitaine jaune, il faut que tu saches faire ça, 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 tu Mhm. vois, et ainsi de suite, tu vois. Donc quand le prof il est en cours, eh ben il va donner son cours, il va dire voilà, t'apprends ça, enfin, tu as ton programme pour le grade suivant, et puis tu fais ton passage de grade, et puis si tu réussis, tu passes ton grade, Ok. tu vois. Donc Et donc on a... c'est comme tu fais dans n'importe quelle autre discipline, tu vois. C'est Mhm. Et c'est jaune, orange, vert, bleu, marron, ouais, noir. je me suis pas embêté, j'ai pas Ok. réinventé la roue. L'esprit judo toujours. Ouais, l'esprit judo. Bah oui, le judo fait très très bien tout ça, donc pourquoi aller inventer des Mhm. trucs et se compliquer la vie? Ça marche, on fait ce qui marche bien. Ouais. Quand on s'était appelé pour préparer cette discussion, tu m'avais dit que, bah, que pour toi, les champions de demain, ils sortiraient de l'IMAF. Oui, ah oui, il y a même pas photo là-dessus. Ben, Ouais. Et j'ai regardé du coup le- par la suite les... Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, non, J'ai je regardé du t'écoute, coup par écoute, la écoute, suite, tu écoute. vois, J'ai regardé par la suite le classement, tu vois, de la dernière compétition qu'il y a eu, il y a 2 semaines, une semaine. Ouais. Et en fait, je trouve ça dingue, tu vois, de voir que, par exemple, le Brésil ou les États-Unis, qui sont des grosses nations du MMA, soient aussi peu représentés. Comment est-ce que t'expliques ça? Alors, il y a c'est également le travail des fédérations. Parce que Ok. si une fédération nationale, tu vois, aux États-Unis, c'est vachement par des clubs privés. Le système de fédération tel qu'il existe chez nous, il n'existe pas aux États-Unis. Mhm. Moi, il y a quelques années, j'expliquais à un des responsables de la fédération américaine, il me parlait en fait de comment on fait comment une fédération fait pour vivre. Je lui dis, regarde la fédération de judo. La fédération de judo, c'est 530 000 licenciés. Chaque licencié paye une licence à la fédération, qui est aujourd'hui de 41 euros. Donc je lui explique ça. Je lui dis, chacun paye 41 euros, et dans ces 41 euros est pris en charge son assurance. Donc ça, c'est ce qu'il va payer. Et à côté de ça c'est ce qu'il paye à la fédération, et à côté de ça, il va payer son abonnement à son club. Ça, Mhm. c'est à part. D'accord. J'ai dit, imagine à la fédération de judo, on est 530 000, et c'est 530 000 fois 41 euros chaque année. On est à plus de 20 millions. Mhm. Et là, il me regardait comme ça, il fait, c'est un truc de dingue. Je dis, ben oui, mais vous êtes dans un système où, en fait, tu payes juste ton abonnement au club, et il n'y a aucun lien avec une fédération. Tu vois. Donc il faut trouver un système pour que si la fédération doit gérer le sport et organiser les compétitions et faire en sorte que la discipline se développe, il faut que vous puissiez vous réunir, vous les clubs, et pour travailler tous sous cette fédération, et lorsqu'il y a des compétitions, et bien que le meilleur de tous
ça soit géré par cette fédération. Parce que si chacun bosse dans son coin, eh ben, chacun pense être le meilleur dans son coin, tu vois. Bien sûr, ouais. Et donc, c'est pour ça que dans des pays comme les États-Unis ou au Brésil, tu vois, par exemple, au Brésil, regarde, tu vois bien le jiu-jitsu brésilien. Tu t'appelles De Souza, c'est jiu-jitsu De Souza. Tu t'appelles Paul, c'est jiu-jitsu Paul. Chaque coach a son jiu-jitsu, tu vois. En Ouais. judo, ça n'existe pas. Il y a un judo, il n'y a pas judo, il y a pas judo Amsu, judo Tartampion, judo. Tu vois ce que je veux dire? C'est judo. Oui. Et ben voilà, c'est ça. Donc, réunir tous ces gens, dire maintenant, il y a un seul jiu-jitsu et celui c'est la fédération qui va gérer. Tu vois, c'est un autre système. Et donc, on retrouve ça en amateur, parce que l'amateur utilise justement le système fédéral. Et là, on n'a pas forcément, par exemple aux États-Unis, un amateur, on n'a pas les meilleurs amateurs. On a les meilleurs amateurs de la personne qui développe la fédération. Mais tout le monde n'y adhère pas. En France, il y a un championnat de France. Et on sait Hmm. que celui qui fait les championnats de France, eh ben, le vainqueur ira au championnat du monde. Mais dans certains pays, c'est pas ça. Ça va être juste une partie ou un club qui va développer ça. Et nous, c'est justement notre travail, c'est de faire en sorte que ben, les gens s'organisent dans leur pays pour que ça soit global. Et tu vois, donc c'est pour ça que des grosses nations chez les pros, comme les États-Unis ou le Brésil, sont pratiquement sous-représentés au niveau amateur. Parce que D'accord, la ok. construction amateur, ils ne l'ont pas encore. Tu vois, c'est ça la raison. Hmm. Et alors, du coup, c'est quoi pour toi les nations qui sont vraiment montantes en Ah bah aujourd'hui, amateur, là? t'as vu les résultats, hein. Tu prends le tableau de trucs. Là, c'est l'Ouzbékistan qui a tout cassé. Le Tadjikistan, ça fait longtemps qu'ils sont dessus. Les Russes sont très forts, mais avec les sanctions, ils n'étaient pas là. Mais les Russes sont très très forts. T'as l'Ukraine qui est très très forte. Nous, on a été bien, la France. On est cinquième entre junior et senior. On est classé Cinquième, ouais. cinquième. Quand tu regardes le tableau des médailles, les médailles sont vachement réparties. C'est ça qui est ultra intéressant, en fait. Tu vois, Hmm. il y a beaucoup de pays qui ont ramené les médailles. Ouganda qui fait, je sais pas combien, qui fait 2 médailles d'or, je crois. Enfin, c'est un truc de, c'est un truc, pardon, Ouganda, Angola, qui fait 2 médailles Oui, d'or. oui, oui. En Angola, ceux qui ont gagné la médaille d'or, ils prennent 83 000 $. Ah oui. En France, celui qui gagnait les Jeux Olympiques, c'était 80 000 €. Hmm. Là, en Angola, ceux qui ont gagné la semaine dernière les championnats du monde amateurs de l'IMAF, ils prennent 83 000 $. Est-ce que tu imagines l'importance pour eux de ce truc-là? C'est clair. Ah non, mais Surtout, c'est c'est- surtout c'est un, en... c'est un truc de fou. Et Hmm. en Ouzbékistan, enfin, là j'ai vu des images là sur TikTok, c'est les Ouzbeks qui ont gagné, ils ont reçu un accueil ils ont gagné la Coupe du Monde de foot. Un accueil en haut sur les voitures avec leur ceinture de champion du monde amateur et une aide, enfin un truc de malade, tu vois. Ça prend aujourd'hui une importance qui est monstrueuse et je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore au courant de ce qui se passe avec le amateur. Mais ça a un niveau déjà qui est exceptionnel. Et demain, comme je t'ai dit, les champions de demain sortiront de là. Parce ils vont arriver en pro avec une expérience que quelqu'un qui sort de club ne peut pas avoir. Les mecs vont sortir avec 40, 50 combats. Un mec de club, il va faire quoi face à lui? Impossible. Tu vois, dans une discussion que j'avais eue avec Eric Cara, on discutait de... Il me disait que ce qu'il trouvait fou aussi aujourd'hui, c'est que bah, beaucoup de combattants amateurs refusaient certains combats, refusaient certains galas, parce que bah, aujourd'hui c'est tellement médiatisé, il y a tellement de, comment dire, d'enjeux entre gros guillemets, que certains amateurs se considèrent déjà limite pro. Et on avait évoqué ensemble le sujet d'un statut de semi-pro, en laissant de gros points d'interrogation derrière, tu vois, comme possible alternative en fait à ce phénomène-là. Toi, t'en penses quoi du coup de ce statut de semi-pro? Quelque chose qui viendrait se greffer en tant qu'intermédiaire entre le statut de professionnel et celui d'amateur. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que il y a beaucoup de professionnels qui n'ont que de professionnels que le nom. Hmm. Tu vois? Est-ce que tu peux te considérer comme professionnel pour de vrai lorsque tu gagnes 500 euros, 1000 euros sur un combat? Professionnel, ça veut dire que tu vis de ça. C'est ça que ça veut dire professionnel. C'est pas le fait qu'il y ait 3 rounds de 5 minutes et qu'il n'y ait pas de protège tibia. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça être Ouais. professionnel. Professionnel, c'est que ton sport, c'est ton métier. Est-ce que quand en professionnel, tu combats 3, 4 fois quand c'est beaucoup et que tu gagnes 1000 euros ou 1500 euros, même 2000 euros, allez, soyons dingues, 2000 euros par combat, est-ce que t'es professionnel? Tu vois? Ouais. Donc peut-être qu'il faut passer par un truc intermédiaire ou un système qui fait que ouais, tu continues à emmagasiner de l'expérience
et que derrière, tu puisses en effet, si vraiment c'est ta vocation et que tu as le niveau, que ça puisse devenir vraiment ton métier. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, Ouais, c'est ça ouais. le truc. Donc passer par une étape intermédiaire entre amateur et vraiment professionnel, je pense que c'est une très bonne idée, Hmm. Et pareil, c'est le temps qui fera sûrement bien les choses. comme toujours. Il y a un dernier sujet dont je voulais qu'on parle, c'est que tu as créé du coup une nouvelle discipline aussi récemment, Oui. le Jiu-Jitsu Contact. C'est quoi l'ambition derrière ce projet-là? Ben, ce projet, en fait, il est venu de la Fédé de judo, Mhm. qui m'a proposé en fait de réfléchir à une forme de jiu-jitsu qui soit un peu plus réaliste que celle qu'on fait, celle que j'ai pratiquée d'ailleurs, hein. Donc je suis pas en train de cracher dans la soupe, hein. C'est celle qui m'a donné mes titres de champion du monde. Mais aller vers quelque chose qui corresponde plus à l'ère du temps, on va dire. D'accord? Et quand on dit l'ère du temps, c'est le MMA. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, toutes les fédérations, depuis l'avènement du MMA, toutes les fédérations essaient de copier le MMA. Il n'y a même pas besoin de se mentir aujourd'hui, c'est une évidence. Ok. Euh, il n'y aurait pas de karaté pro fight s'il n'y avait pas eu de MMA. Il n'y aurait pas de grappling combat s'il n'y avait pas eu de MMA. Il n'y aurait pas de karaté mix. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les fédérations Ouais. maintenant essaient de faire leur MMA. Donc, je me suis dit, ok, moi, comme je suis spécialiste de ça, je me suis dit, on va créer un truc, mais on va quand même rester dans l'esprit du judo. Ça veut dire que ça reste en kimono pour l'instant, parce que j'ai réfléchi également à un truc sans kimono. Mais il faut qu'on reste sur, pour moi, c'est de rester sur quelque chose qui soit complet, mais avec un maximum de sécurité. Donc, j'ai enlevé les frappes à la tête sur toute la partie randori, ce qu'on appelle les combats d'entraînement et compétition, parce que j'en ai coécrit les règles de compétition avec un ami hollandais qui s'appelle Michel Van Rijt. Mais sur l'apprentissage, on va malgré tout apprendre à mettre des coups au niveau du visage, savoir sortir des esquivés et aller, tu vois, parce que pour qu'on ait une garde qui corresponde à une garde de boxeur, puisqu'on va boxer également. Tu vois? Mhm. Donc, mettre un système en place où on va savoir boxer, on va savoir projeter avec des techniques de judo. On va savoir être très fort au sol avec des techniques de sol qui vont s'apparenter au jiu-jitsu brésilien. Tu vois? Donc, voilà, donc ça a été ça. L'idée, c'était ça. Et de construire également tout un curriculum par rapport à cette volonté euh, technique d'être fort dans chaque secteur du combat. Ok. C'était ça. Et l'enjeu pour les pratiquants, c'est de se servir de ça comme un tremplin vers le MMA par la suite? De Pas du commencer tout. tôt? Regarde, il y, Pas a- il du y a tout, plein non? de gens qui font du. Non, parce que ben, il n'y a pas de kimono en MMA. Tu sais, toute la Ok. partie judo Ouais. projection, c'est particulier, c'est pas du MMA, hein, tu vois, tu vois, c'est particulier. Donc, Hmm. euh, vraiment, l'idée, c'est d'apporter des outils pour que, euh, dans l'univers, en tout cas judo, pour la partie en kimono, dans l'univers judo, que les gens sachent faire une discipline qui soit vraiment complète. Parce que je trouve que ce n'était pas le cas avec le jiu-jitsu et qu'on le pratiquait à la Fédé de judo. Qu'on pratique toujours, attention, il n'est pas parti, elle est toujours là. Et il y a des gens qui le font très bien et qui aiment ça. Donc il faut Hmm. que c'est juste quelque chose en plus. Donc, mais d'amener quelque chose de plus, pour moi, de plus crédible. Parce que travailler avec un système où tu t'arrêtes à chaque fois avant de toucher, je trouve qu'il manque quelque chose. Surtout que dans cette discipline-là, il n'y a aucune frappe en dessous de la ceinture. Ce qui est pour moi, expert en arts martiaux maintenant, est une aberration. Parce que si tu frappes à la ceinture, ça veut dire que tu frappes au moins au niveau médian ou en haut. Ce qui est Hmm. très déconseillé lorsque tu fais du combat. Au départ, il faut aller chercher les bases et après, tu peux monter. Mais commencer à lever la jambe dans un sport où tu peux être saisi, projeté, c'est une grosse erreur au départ. Tu vois, donc Ouais. on va vraiment intégrer toutes les notions de combat et faire de chaque pratiquant euh, des pratiquants qui vont être les plus complets possibles. Ce que je dis à mes élèves, c'est que si vous maîtrisez le jiu-jitsu contact, demain, vous pouvez aller dans un club de kickboxing et être à l'aise, dans un club de boxe thaï et être à l'aise, dans un club de judo et être à l'aise, dans un club de jiu-jitsu brésilien et être à l'aise, dans un club de grappling et être à l'aise, dans un club de lutte et Ok. être à l'aise. C'est ça. C'est d'offrir une palette technique qui permette à chaque pratiquant, une fois qu'il excelle, de pouvoir s'en sortir dans n'importe quelle situation de combat. Ok.
Bah, très clair, Bertrand. Bah, mais écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose Merci à toi. il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou je sais pas, rediriger les personnes vers, je sais pas, des réseaux ou comment est-ce Non, qu'on peut, on peut te j'ai retrouver? rien à vendre. J'ai rien à vendre. Ton Juste. livre, ça peut être très intéressant. Il sort quand du coup Ouais, le livre? il va sortir fin janvier, début février. Ben, il y aura un peu de Ok. promo un petit peu avant. Mais Mhm. oui, oui, là je prends le temps de parler de même plein d'autres sujets voilà, qui sont mon parcours. Mais après, vraiment, je rentre dans les détails du combat que ça a été d'arriver à la légalisation du MMA. Donc, ouais, Ok. c'est assez riche. Je pense on est à plus de 300 pages. C'est très riche. Génial. Le nom est public ou pas encore? Non, je ne vais pas le dire pour l'instant. Ok, ça marche. Bon bah je Il te n'est pas public encore, recontacterai mais peut-être. ouais, ouais. D'accord. Je n'ai pas parlé Je avec mettrai l'éditeur, donc le. je préfère pas le dire Pas pour de l'instant. souci. Pas de souci, Bertrand. Bah écoute, merci beaucoup du coup. Merci Léo, merci à toi, c'était très sympa.